Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Messieurs, bonsoir. Ce soir, il sera question, Mesdames et Messieurs, de parler des attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, de revenir un tout petit peu sur le rôle des sociétés civiles africaines dans le processus démocratique en Afrique. Et puis nous clôturons cette émission en toute beauté avec l'actualité au Bénin, qui parle d'actualité au Bénin, parle des élections présidentielles et dans le second tour est attendu dans les jours à venir. Pour nous accompagner, Mesdames et Messieurs, pour le compte de ce numéro, nous recevons deux personnalités de la société civile, à savoir Pierre Claver Descos, directeur exécutif de CCCDD, Chrétien, Citoyenneté, Droit et Devoir. Pierre Claver Descos, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, un habitué, le pasteur Agoudavi, conseiller Agoudavi. Il est l'ancien secrétaire général du CASCOT. Pasteur, bonsoir. Président du Conseil national. Président, bonsoir. Pardon, voilà, effectivement. Bonsoir, voilà. et bonsoir téléspectateurs. Voilà, effectivement. Avec vous, mesdames et messieurs, nous allons essayer d'analyser les sujets tantôt énumérés. Mais bien avant ça, nous allons nous intéresser à la situation qui a prévalu en Côte d'Ivoire. Je vais parler des attentats du 13 dernier. Nous allons suivre ce reportage. Tout juste après, on reviendra sur ce plateau pour le décryptage. Grand Bassam est toujours quadrillé ce matin par les forces de sécurité ivoiriennes. La station balnéaire se réveille dans la stupeur après l'attaque. Hier, des scènes de panique dans les rues. Cette femme court mettre à l'abri ses enfants. Pendant ce temps, sur la plage, la tuerie est en cours. Les clients de cet hôtel fuient. Les terroristes sont à quelques mètres d'eux. L'attaque se déroule sur le bord de mer. Au niveau de la plage de l'hôtel, l'Étoile du Sud. Là, c'est par là, il a commencé à tirer. Là. Ok, c'est par là, il a commencé à tirer. Il est 12h30 hier, lorsque 6 hommes lourdement armés débarquent sur la plage, pleine de monde à cette heure-là. Armés de kalachnikov et de ceintures de grenades, ils tirent sur toutes les personnes à portée de vue. Ils se séparent ensuite en deux groupes et investissent 3 hôtels. Ils ont tiré 3 fois en l'air. Il y a 2 personnes qui se sont couchées à terre, mais ils ont commencé à les arroser. Et puis il y a 2 personnes qui nageaient. Ils ont commencé à tirer sur eux. Il a tiré une balle dans la tête. Qu'il a tiré une balle dans la tête, il a dit Allah Akbar. C'est là ils ont su que c'était vraiment des terroristes. Et vraiment, on n'a jamais pensé que ça allait se passer dans ces conditions-là. Il faudra 3 à 4 heures aux forces de sécurité ivoiriennes pour maîtriser les assaillants. Les forces spéciales ivoiriennes sont intervenues dès 13h15, c'est-à-dire 45 minutes après l'attaque, et ont mené des combats difficiles, ont réussi à neutraliser les 6 terroristes. Parmi les victimes de l'attaque, on compte notamment un Français, un employé d'une 50aine d'années qui travaillait en Côte d'Ivoire pour une filiale du groupe Bolloré. Voilà, retour sur ce plateau. Pierre Claver Descos, on venait de suivre un peu la situation des attentats d'Abidjan, de Grand Bassin particulièrement. C'est un attentat de trop après ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso. Il fallait quand même s'attendre à cela. Merci Daniel. Je crois que cet élément devrait nous interpeller. Et il faut que les populations africaines essaient d'interpeller leurs dirigeants dans la mesure où si réellement l'Afrique était préparée, si réellement l'Afrique était organisée, on ne devrait pas avoir deux attentats du même genre dans la même sous-région en l'espace de... Ça fait pratiquement 3 parce qu'il y a le Radisson Blu à Bamako. Voilà, malheureusement. Malheureusement, ça fait 3 attentats. Et cela m'inquiète autant que... je remonte très loin, je dis que en réalité... c'est en fait le terme de souveraineté nationale dont sont tellement jaloux nos dirigeants africains qui causent cela. Et pourquoi je dis cela? En 2000, sous l'égide des Nations Unies, il a été créé une norme, la responsabilité de protéger, qui demandait à tout pays d'intervenir, même sans demander même l'avis de l'État, quand il y a danger qui causerait à l'issue de terrorisme, de catastrophes naturelles et autres. Maintenant, aujourd'hui, le problème est que les États ne peuvent pas intervenir
les uns et les autres dans l'un ou dans l'autre État aujourd'hui par rapport à cette norme. Effectivement. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, compte tenu du manque de démocratie, je pèse bien les mots, de manque de volonté de faire la démocratie, ne veulent pas céder un millimètre de territoire sur leur souveraineté nationale. Je crois que c'est ça qui cause la chose. Voilà, on en est arrivé là aujourd'hui et c'est vraiment préoccupant comme situation, pasteur Goudavi. Oui, c'est une situation très préoccupante. Je dis d'abord bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous voient et qui nous écoutent encore à ce moment très précis. Parce qu'il faudrait que nous fassions des analyses de tous ces éléments. Voilà. Et pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, cela ne m'étonne pas. Parce que dès le début de l'année 2016, moi j'avais déjà dit et crié ça haut et fort que c'est une année qui va voir beaucoup d'événements qui vont se passer. D'abord, l'année est placée sous le signe 6. Le 6, l'homme intelligent qui utilise son intelligence pour l'hégémonie. Et c'est un système érigé depuis que nous avons toujours parlé de cela. Mais beaucoup ne veulent pas écouter. Et voilà les signes qui sont encore là. Le 13 à 13 heures, c'est tout à fait normal qu'on va frapper. Et il faut que les gens se méfient de 13. Moi, j'avais donné des dates sur des antennes au début de cette année. Que ces dates-là, il faut que nous arrivions à jeûner, à prier. Vous regroupez-vous et jeûnez et priez pour vous-même et pour votre pays. Moi, je l'ai fait à l'église. Et je sais que c'est des événements qui vont se passer. Ça va se passer que vous... Et l'homme ne peut pas l'empêcher. Aucune sécurité ne peut empêcher cela. Comment? Donc ça veut dire que toutes les mesures de sécurité prises de part et d'autre ne vont pas contribuer à... En vain, les gardiens travailleront si l'Éternel ne garde pas la maison. En vain, on travaillera. On peut amener la sécurité. Il y a la valeur spirituelle qui est cachée dans la chose. Et le 13, nous le disons toujours avec 5 éléments. D'abord, c'est un chiffre de rébellion. Il y a des incantations qu'on prononce à ce 13 qui provoquent la rébellion. C'est un chiffre de péché. Le péché dans toutes ses formes. C'est un chiffre d'apostasie. C'est-à-dire aller en arrière en refusant Dieu. C'est un chiffre de ignorance. L'ignorance est là. Vous, du vivant du feu et des mains, quels que soient les cas, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez effectivement programmé à aller dire. Vous allez sortir avant de craquer la main. On devrait dire ça, on devrait dire ça. Parce que c'est des incantations qu'on prononce avant que cela ne soit ainsi. Et le dernier élément, c'est un chiffre qui boit du sang humain. C'est sa nourriture préférée. Et quand un vrai dictateur veut se redorer le blason, cela doit se passer pour qu'il revienne à la surface. Mais on pouvait quand même éviter cela. Le pasteur a pris un peu du recul par rapport à cette situation. Lui, il voit plus ce problème du côté spirituel. Et je ne sais pas si vous avez peut-être même lecture dans ce sens également. Oui, je ne dirais pas tout à fait même lecture. Mais je dirais que pour le pasteur, il faut voir ça d'un œil spirituel. Et en ce sens, il faut prier. En allant au-delà, je dirais, on peut prévenir ça sur le plan humain. Totalement humain. Je dirais on peut prévenir cela. Dans quelle mesure? Tout service de sécurité qui se veut responsable et professionnel devrait avoir lu 13 octobre, c'était octobre? 13 novembre. 13 je ne sais plus trop là. Oui, tout service de sécurité responsable et professionnel devait avoir lu les 13 précédents. 13 novembre, 13 janvier et puis tout récemment faire des analyses
et se demander, Voilà. il y a eu 13, il y a eu encore 13. Pourquoi un 13? Et prévenir un autre 13. C'est moi, mon entendement. Tous ces services de sécurité pouvaient faire. C'est comme si on entre dans l'analyse que certains sont en train de faire. Un débat qui a cours actuellement aux États-Unis. Qu'il y a eu des informations que les autorités américaines avaient reçues avant le 11 septembre et ils n'avaient pas réagi, ils n'avaient pas prévenu cela. Et la chose était arrivée. Oui, mais comment peut-on prévenir cela quand on sait d'abord, quand on revient même sur notre aspect de la chose, on sait que les frontières togolaises sont poreuses. Tout peut passer à n'importe quel moment, les terroristes peuvent s'y prendre à n'importe comment. Est-ce qu'on peut prévenir ça vraiment? Pasteur, je reviens sur notre aspect. Voilà. Oui, vous savez, pour moi, les hommes travaillent. Mais moi, je vous dis, et je l'affirme, je prends ma responsabilité, que les services de sécurité sont complices. Sur le plan mondial. Parce que le système d'hégémonie qui est là, puisque c'est une autre géopolitique, c'est une autre forme de colonisation et d'hégémonie qui est en train de prendre forme. Et dans ces contextes, qu'est-ce qu'il faut créer pour dominer les autres? Qu'est-ce qu'il faut créer pour que les autres soient toujours restés en bas et que nous soyons en haut? Alors, il faut créer des situations. Et ils sont très, très, très bien informés. Et ils savent comment, normalement, contrecarrer. Moi, le 13 novembre, en France, moi, je me pose toujours une question. Un match amical. Le président de la République est là. Un match amical, pour moi. Un match amical. Quelle ampleur? Le président de la République. La présence du président français. Oui, la présence du président de la République. Et ce 13-là, à 9h40, c'est-à-dire 21h40, 13, 4 plus 9, ça fait encore 13. Ça s'éclate. 130 morts, il y a encore 13. Vous savez, lorsque je vais toujours en arrière, depuis 2000, au moins 2004, que je suis en train de crier cette affaire de 13, ici, sur les antennes. Depuis 2004. C'est là où les révélations étaient beaucoup plus patentes. Et ce qui est sûr, quand on veut créer ça, c'est qu'on veut créer la notoriété de quelqu'un. Lorsque la situation est là et vous rendez faible une majorité, on vous propose une solution. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter la solution ou vous n'allez pas accepter? On crée des situations pour affaiblir une majorité. Et vous allez encore les appeler. Venez nous régler le problème. Venez nous régler le problème. Alors qu'ils sont les mêmes à créer les problèmes. La franc-maçonnerie et les Illuminati qui dominent le monde entier, ils utilisent ça. Et tout ce qu'il faut faire pour que le monde entier s'agenouille devant eux, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et cette situation est une situation qu'on prépare dans les grandes nuits. Et cela se répète également même dans le contexte des adorations, des religions. Voilà. Et Pierre Claver Déco, la situation vraiment, elle prend des proportions inquiétantes. Il faut quand même s'en inquiéter, hein, parce qu'après la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, on ne sait plus qui on va frapper. Oui, on ne sait plus quand on va frapper. Et sincèrement, j'ai peur pour le Togo. Voilà. J'ai peur pour le Togo dans la mesure où, depuis un certain temps, nos autorités sont en train de lutter, de poser des actes et de faire des déclarations ouvertes sur la lutte contre le terrorisme. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Mais l'inquiétude ne devrait pas être là. Et dans la mesure où, un an avant, le chef de l'État a déclaré la refondation de l'armée qui va dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Et je crois qu'on va prendre ça sérieusement. Ça ne sera pas un effet de paille et qu'on va prendre ça sérieusement. Mais ce qu'il y a, c'est que dès à présent, le pasteur vient de parler de ignorance.
la population togolaise est ignorante. Voilà. Il faut, dans un esprit citoyen, essayer de former les populations, voilà, de leur faire comprendre qu'est-ce que le terrorisme, comment ça agit, comment est-ce qu'on utilise les populations pour le faire, afin de permettre aux populations d'être aguerries et de prévenir autant soit peu ces catastrophes. Voilà. Est-ce que cette prévention, pasteur, peut-être apporter des fruits? Je me rappelle un peu de quelque chose, ce qui le soubassement même de ce terrorisme. Il y a des justifications que les gens donnent. Et ces justifications, vous savez, les États arabes, par exemple, n'ont jamais accepté, ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est des États qui sont très réfractaires à ce droit. On dit que Dieu a créé l'homme. Il lui a déjà donné des droits. À travers la Bible, à travers le Coran, à travers Tao Te Ching, à travers Bhagavad Gita, selon les livres saints, le Dieu a donné des droits aux hommes. Mais quand les hommes se réunissent pour se créer des droits applicables à d'autres hommes, et ces droits amènent aujourd'hui à dire que bon, non, il a le droit d'être homosexuel, il a le droit d'être ceci, il a le droit d'être ceci. Ce droit-là qui évolue sur le plan mondial est un vrai soubassement, est une vraie raison. Oui, voilà, une vraie raison de ces états de choses. Puisque Daesh a dit qu'aujourd'hui, plus de frontières. Puis c'est ce qu'il a déclaré pour commencer. Oui, effectivement. Il peut frapper n'importe où. Oui, il peut frapper n'importe où. Pourquoi? Parce que la manière dont ce droit dont vous déclarez droit universel, déclaration universelle des droits de l'homme, il ne faudrait pas que ça arrive chez eux. Ils vont commencer à combattre avant que cela ne vienne les faire chose. Oui, mais il pourrait se limiter à chez eux. Il pourrait se limiter à chez eux. Pourquoi aller peut-être au-delà des frontières? C'est qu'il lutte pour toi en utilisant Sourate 9, verset 111. C'est qu'il lutte pour toi. Mais on a l'impression qu'ils imposent. Est-ce qu'on n'est pas obligé d'imposer quelque chose? Ah ouais, c'est l'idéologie. Oui, voilà. C'est l'idéologie. Voilà. La même chose se dit, bon, les chrétiens disent, le feu, spirituellement, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous voyez? Donc, la construction de l'homme, pour que l'homme soit dans la dynamique même de la société, c'est individuel. Et le partage réel des ressources, le partage réel des éléments de votre société, pour que chacun soit content, cela élimine ces genres de choses. Voilà. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'être humain est géré de façon inégale. Voilà. Et quand les hommes sont gérés de façon inégale, les gens cherchent toujours à se révolter. Oui, à se révolter. Voilà, c'est la même situation que vous avez aussi, vous avez constaté. Non, voilà. Moi, je veux aller au-delà. Il est possible qu'on puisse assimiler ça au fait que les gens, les pays arabes sont réfractaires aux droits humains. Voilà. Il est possible. Voilà. Mais aussi, il faut aller au-delà pour voir les faits. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'islam qui demande de faire le terrorisme. Voilà, bien sûr. Ces gens qui commettent ce terrorisme sont des gens purement et simplement sans état d'âme. Voilà. Ils s'explosent aussi au sein des mosquées. Ça voudrait dire que les musulmans même il y a un conflit ne sont interne pas entre chiites et sunnites. Hein, voilà. Oui, mais l'islam est un et indivisible. Voilà. Si réellement Allah, dont on dit le miséricordieux, le tout miséricordieux, a dit que l'homme n'a pas le droit de tuer, et qu'on dit que le prophète a dit que le djihad qui consistait à tuer pour la religion est fini avec son temps, ceux qui tuent aujourd'hui, c'est des gens purement et simplement qui tuent sans état d'âme. Et bon, comme l'a dit entre-temps un jour le vice-président de la communauté musulmane au Togo, c'est des gens, c'est des bandits, hein? C'est ce qu'il a dit, hein? Il a dit c'est des bandits et des ratés de la société. Voilà. Malheureusement. Voilà, maintenant, pasteur, à votre quand on prend un peu du recul hein, d'un point de vue spirituel, que faut-il faire hein, pour que la donne puisse changer? Que faut-il faire? La prière va résoudre seulement ce problème? Il n'y a pas d'autre moyen en tant que... Moi, je suis pasteur
Et la première chose de la prière, de faire comprendre aux gens de changer de comportement. Lorsque tu ne veux pas de la mouche, ne va pas au WC. Tu ne peux jamais aller au WC et te tenir là-bas. Non, je ne veux pas que les mouches viennent. Je ne veux pas que les mouches viennent. Voilà. Non. C'est pour nous dire qu'il y a un comportement intrinsèque qui est là. Voilà. Il faut d'abord former, chercher à former, à sensibiliser les gens à être responsables de leurs actes. Vous voyez le péché, vous voyez l'environnement, par exemple, l'environnement de Lomé. Ce qui est à vogue aujourd'hui, c'est les boîtes de nuit. Oui. C'est ça que le Togolais, le Loméen, son seul lieu de plaisir imminent aujourd'hui, c'est les boîtes de nuit. Voilà. Vous voyez un accroissement de cette valeur de péché. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ce que moi je préconise en tant que serviteur de Dieu, que les gens prennent conscience d'eux-mêmes d'abord. Il faut être discipliné pour pouvoir discipliner les autres. Voilà. Et quand je ne veux pas de quelque chose, il faut que je dise que je ne veux pas. Que ma parole, mon acte, ma pensée soient unis autour de ce que je ne veux pas. L'armée, nos services de sécurité peuvent faire leur travail. Mais la sécurité physique, non. La sécurité physique, quand il n'y a pas la sécurité spirituelle qui l'accompagne, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Oui. Un Kadhafi avec toute son armée, tout ce qu'il avait, ne pouvait pas lui permettre qu'il soit traité de cette manière. Tout simplement parce que l'individu n'est pas content autour de lui. Et on a cherché à convaincre les individus à être contre lui. Parce que c'est leur intérêt de liberté. Leur intérêt de liberté est confisqué. Voilà. Donc pour cela, il faut tout faire pour qu'il ne soit pas là. C'est pour cela que l'individu a sa valeur. Sa valeur dans une société. Il ne faut pas que nos sociétés soient disloquées comme l'Union soviétique. Parce que c'est l'individu qui n'est pas mis à la première place qui disloque les sociétés. Mais quand la société ne donne pas valeur à l'individu, les individus seront mécontents. Il y a des Togolais parmi les djihadistes. Il y a des Togolais qui vont se retrouver là-bas. Le 11 septembre, on apprenait qu'il y a un Togolais quelque part. Mais quand des choses comme ça se passent, qu'est-ce qui peut motiver ça? Voilà. Qu'est-ce qui peut m'amener, moi, à Goudavi, me lever et prendre des bombes, mettre sur moi, aller m'éclater quelque part pour dire que je suis en train de servir Dieu, ou bien je sers l'homme, je ne sais pas ce qui peut être en aide. Voilà. Mais quand l'individu n'est pas à sa juste valeur, placé dans son juste milieu, à sa juste place, il y a ces phénomènes qui vont toujours venir. Pierre Claver dit quoi? Oui, je crois que tout simplement, comme je l'ai déjà dit, tout simplement, il faut qu'on essaie de faire quelque chose au Togo. Parce qu'après avoir prêché, il faut prêcher pour sa chapelle. Voilà. Et je prêche pour ma chapelle. Il faudrait que les autorités, la société civile, dans tout son ensemble, essaie de voir. Ce n'est plus un moment de déchirement. Parce qu'au Togo, on a souvent constaté que la politique est entrée dans tous les domaines, tellement que les gens n'arrivent plus à prendre leurs responsabilités. Quand il y a un problème, les intérêts sont divers. Les intérêts sont divers tellement qu'on n'arrive pas à voir l'essentiel. Voilà, merci pour cette précision. Nous allons quand même avancer dans le débat avec notre sujet. Nous allons parler cette fois-ci de l'élection au Bénin et particulièrement du rôle que peuvent jouer la société civile de manière générale pour l'aboutissement d'un processus démocratique. Nous allons quand même aller rapidement sur ce reportage et tout juste après on reviendra en plateau avec les invités pour les analyses. Les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 6 mars 2016 sont connus au Bénin.
La Cour constitutionnelle, institution compétente pour donner les résultats de l'élection, a rendu son verdict. Après un examen minutieux de l'ensemble des documents électoraux transmis par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont réajusté les voix au regard des irrégularités observées afin d'assurer la sincérité du scrutin. Les résultats publiés ne sont quasiment pas différents des grandes tendances rendues publiques par la Sénat il y a quelques jours. Électeurs inscrits, 4 746 348. Votants, 3 134 988. Suffrages exprimés, 3 18 458. Majorité absolue, 1 509 230. Le candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zinsou, vient en tête du peloton, suivi de l'homme d'affaires Patrice Talon et de Sébastien Germain à Javon. Monsieur Lionel Alain-Louis Zinsou d'Erlin, 858 080. 2. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, 746 528. 3. Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkoué à Javon, 693 084. 4. Monsieur Abdoulaye Biotchani, 262 389. 5. Monsieur Makandjou Pascal Jean-Iréné Koupaki, 177 251. Lionel Zinsou et Patrice Talon sont les têtes d'affiche du second tour de l'élection présidentielle. Lionel Zinsou est le candidat du parti au pouvoir, renforcé par les partis d'opposition, notamment le PRD et la RB. Patrice Talon se réclame d'une coalition de rupture qui regroupe plus de 9 candidats, dont Sébastien Ajavon, Abdoulaye Biotchane et de Pascal Iréné Koupaki. À présent, les regards sont tournés sur la journée du dimanche 20 mars 2016, date de la tenue de ce second tour de la présidentielle. Le victorieux prêtera serment le 6 avril 2016 à Porto Novo. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre ce reportage sur le Bénin. Le Bénin où le premier tour de la présidentielle s'est passé dans le calme. À l'heure actuelle, on se prépare pour le second tour qui va également mettre aux prises Patrice Talon à Lionel Zinsou. Pierre Claver Descos, vous venez de suivre un peu ce qui s'est passé au Bénin. Déjà, c'est un pas à saluer vers la démocratie. Oui, c'est un pas. On peut dire, on l'a toujours dit, le Bénin fait partie des exemples de démocratie actuellement au Togo. En Afrique. Actuellement en Afrique, voilà. Actuellement en Afrique, oui. Voilà. Mais malheureusement, je remonte à Mobutu Sese Seko, voilà. Lors de sa déclaration à la 13e Assemblée générale des Nations Unies. Il disait, il ne suffit pas seulement de balayer autour de sa maison pour être satisfait. Mais il faut voir si le voisin a fait comme vous et surtout s'il ne vous renvoie pas la saleté qu'il provoque chez lui. Effectivement. Et c'est dense. Oui. Hier, en suivant les émissions débat au Bénin, le journal et le débat au Bénin, j'ai constaté que le Bénin est en train de reculer. Reculer? Eh oui. Dans quel sens? Ce que nous avons constaté comme mauvaise pratique du temps des Adema et qu'aujourd'hui, on est en train d'améliorer autant soit peu. Je crois que ces pratiques ont commencé par avoir cours au Bénin. J'ai pris 2 choses. Bon, je vais parler d'abord du positif. Voilà. Le positif, c'est que hier, j'ai constaté que les confessions religieuses se sont levées pour intervenir dans le débat politique. Ils ont affirmé leur neutralité par rapport au débat politique. Voilà. Et c'est ce qui est très bien. Maintenant... Mais ça ne les empêche pas quand même de réagir quand les droits des citoyens sont bafoués. Oui, bien sûr. Voilà. Ça ne les empêche pas. Et ils ont même appelé la population à aller voter. Voilà, effectivement. Maintenant, quand je prends certains aspects, j'ai constaté que les groupes vulnérables sont pris pour bétail politique. Je pèse bien mes mots. Voilà, on s'explique. J'ai vu ce qui se faisait au temps de Yadema, je le dis aussi, quand on prend les femmes, les jeunes, on les fait faire des déclarations politiques. Mais ça se fait toujours au Togo, non?
Mais je crois que c'est une pratique, c'est toujours présent quand il y a c'est une pratique qui est en train de partir. Si on a vécu le temps des ADMA par rapport à aujourd'hui, comme la pratique est autant décriée, c'est une pratique que nous sommes en train contre laquelle nous sommes en train de lutter. Mais elle n'a pas complètement disparu au Togo, parce que quand nous prenons des mouvements de soutien au président Faure, il y a plein de trucs comme ça. Oui, on peut le dire. Mais quand des femmes se présentent et disent parce que tel nous a octroyé des prêts, il faut voter pour lui. Ah ben c'est pas une bonne raison, dire que ça va dans le programme. Oui, on prend l'ignorance des populations pour jouer et pour pouvoir prendre le dessus. Mais ça a été toujours comme ça en Afrique. Dans plein de pays africains, mais arrivé un moment, quand je parle du Bénin, c'est parce que je l'ai dit avant de commencer que au départ, arrivé un moment, nous avons pris le Bénin comme un exemple, effectivement. Mais c'est un danger. Quand ces pratiques commencent au Bénin, c'est un danger. Et quand je vois au niveau d'un groupe d'étudiants qui se présente, qui fait le même jeu, voilà, pour un même candidat, et bizarrement pour ce candidat, au lieu de présenter ces campagnes de sensibilisation, ces réunions de sensibilisation et autres, on présente ces groupes vulnérables qui font ces déclarations. Et quand on va vers l'autre candidat, excusez-moi, je ne veux pas nommer des candidats, quand on va vers l'autre candidat, toutes les images qu'on a passées, c'est des images de campagne. Vous voyez, ça voudrait dire qu'il y a un qui est discipliné et l'autre non. Maintenant, quand l'autre candidat qui se présente et passe des campagnes... Ça serait bien quand même si on a les noms des candidats. Oui. Quand on prend le candidat, par exemple, Zinsou, c'est lui, c'est pour son compte que les groupes vulnérables ont fait leur déclaration. Voilà. Et quand on prend le candidat Talon, quand son temps d'antenne est arrivé, on a fait passer l'image de ces réunions de campagne. Oui. Toutes ces images-là sont là. Mais quelques temps après, on coupe et on revient sur Zinsou. Voilà. Ce qui veut dire que les médias aussi, là-bas, font... Voilà. Ça continue. Voilà. Vous voyez. Mais c'est ça c'est là mon inquiétude. Voilà. Et je crois que le Bénin est en train de reculer. Voilà. Et Pasteur Goudavi, le confrère Pierre Claver Dokwa, a soulevé des aspects très importants, des points très pertinents. Je ne sais pas si vous partagez son point de vue. Moi, je dis sérieusement qu'il n'y a aucun point du monde qu'on n'utilise pas ces stratégies. Voilà. Quand vous suivez très bien, même les primaires aux États-Unis, vous allez voir, eux, ils luttent pour mobilisation des ressources financières. Mais nous luttons pour distribuer les ressources financières. Bon, c'est le paradoxe. Oui, c'est le paradoxe. C'est deux principes qui sont là. Mais moi, j'ai fait l'université au Bénin. Et je connais un peu foncièrement le béninois et comment il fonctionne. Moi, je suis content de ce peuple. Pourquoi? Ici au Togo, il suffit que quelqu'un quitte l'opposition pour aller vers le pouvoir. Même personne ne va s'intéresser à lui. Et le pouvoir même va se mettre à faire des manifestations. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire ce que je ne voulais pas. Parce que nous sommes sur mais ça nous intéresse quand même, et ça intéresse également les téléspectateurs à la maison. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, et si quelqu'un quitte le pouvoir pour venir vers l'opposition, nous voyons comment aussi on les traite. Voilà. De part et d'autre, c'est ça. Mais au Bénin, il suffit que quelqu'un quitte ici et fait des déclarations de l'autre côté. Il est insensé. Oui, la population le suit. Et il y a encore des grands électeurs au Bénin. Voilà. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des grands électeurs au Bénin. En politique, c'est très important. Et la notion de grands électeurs, il suffit que moi je déclare que je suis pour tel, c'est toute une population qui va me suivre. Ça là existe encore au Bénin. Ça me fait beaucoup plaisir. Et
cela veut dire que ils ne font pas la politique de l'homme, mais ils font la politique de la nation. Voilà. C'est un peuple très bien attaché à leurs valeurs nationales. Et une fois que vous êtes au pouvoir et vous voulez grignoter à leurs valeurs nationales, vous allez voir le Béninois se lever contre toi. Le Béninois, foncièrement, il est libre. Voilà. Il est très, très, très libre. En étant libre, il pose des actes. Ce n'est pas le fait que vous avez publié le nom de quelqu'un dans un journal et la manière dont nous paniquons ici. Béninois, ça ne lui dit pas grande chose. Parce que X ne voit pas Y. Voilà. X fait ce qu'il doit faire. Et quand il constate que Y est en train de faire ce qui avantage le pays, le Béninois, rapidement, il va se joindre à toi. Voilà. Ce phénomène-là, il faut que ce phénomène-là vienne au Togo. Voilà. Pour qu'on ait la valeur nationale. La valeur nationale, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas les individus. Au Togo, c'est les individus. Oui, mais il a soulevé, Pierre Claver Despots a soulevé un point très important, l'instrumentalisation même de comment on appelle, de ces élections par les médias publics aussi. On s'en va, parce que quand on prend les aspects évoqués tantôt, on sait que Zinsou est du côté présidentiel. Alors, mais les médias d'État font toujours le sale boulot. Oh. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire? Mais vous savez, celui qui gouverne, il a l'armée. Dans tout pays, voilà. Celui qui gouverne, il a l'armée. Il a les médias. Il a tout. Vous savez, ce jeu est toujours biaisé un peu partout. Voilà. Un peu partout. Mais lorsqu'on peut passer même les mêmes événements, on peut instrumentaliser les gens. On peut prendre les gens, viens faire déclaration, viens faire déclaration, viens faire déclaration. Tout ça là rentre dans le compte de la démocratie. Et ça rentre dans le compte de la campagne. Ça rentre dans le compte de l'intérêt de celui qui bénéficie de ces services-là. Voilà. Mais il faut que cela soit fait de façon objective. Voilà. Réaction? Oui. Pour compléter, ce que je voudrais dire, c'est que il faut, comme vient de le dire le pasteur, il faut constater quand même un peuple béninois mature, qui a sa liberté. On sent que le peuple béninois a sa liberté. Ce n'est pas parce que tel candidat est passé de ce camp à ce camp que le peuple béninois va voter, mais le peuple béninois votera en âme et conscience. Et c'est la sentence qui sera peut-être douloureuse ou bonne dans des cas éventuels. Maintenant, les propos des candidats, ce qui me tient à cœur, c'est l'éducation de la masse par rapport au civisme et à la démocratie. Voilà. Il y a certaines choses, si réellement nous voulons construire une société paisible en Afrique, qu'on ne devrait pas dire. Quand la partie talon s'appuie sur le fait de 50% français, 50% béninois du candidat Zinsou, c'est ça qui n'est pas bien. Après tout, il est béninois et la Constitution permet à ce qu'il dépose sa candidature. Ce n'était pas des points à explorer pour aller loin. Même si ce point peut permettre d'aller loin, ça endoctrine le peuple. Il faut toujours tenir compte du peuple dans ses actions. Et puis, à la fin, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que les deux candidats, de par leurs propos, considèrent que la Cour constitutionnelle est crédible. Est crédible, effectivement. Voilà, c'était un point très important, la Cour constitutionnelle. Dans les propos, quelque chose m'a beaucoup amusé. Mais vous êtes français. Et il a dit, moi je suis Zinsou, toi tu es Talon. J'ai écouté à la radio. Talon, ça fait plus français que Zinsou. Voilà, effectivement. C'est bon. Voilà. C'est des principes que nous devons chercher à adopter. Voilà. Même si vous parlez, et ça endoctrine le peuple. Vous savez, c'est ce que le peuple veut qu'on lui dit en matière de campagne. Quand tout directeur de campagne, tous ceux qui peuvent faire campagne, disent exactement ce que les gens veulent qu'on leur dise. Effectivement. Mais quand vous leur dites ce qu'ils ne veulent pas écouter, alors vous perdez votre électorat. Effectivement.
Voilà, et Pasteur Goudavi, il faut aussi dire que le peuple béninois a montré sa maturité, hein, même quand M. Dekpo le disait tantôt, hein, ils ont salué même le travail fait par la Cour constitutionnelle. Mais comment comprendre que chez nous, on a toujours, d'aucuns diraient toujours qu'au Togo, ils ont toujours des débats de cuisine, et que c'est toujours les mêmes débats, des éternels problèmes. Comment on peut comprendre ça, la situation Ça au Togo? dépend d'abord de la tête. De la tête, effectivement. De la tête. Moi, j'étais à l'université au Bénin, là, en 2000. Quand Kérékou a fait intervenir des contrôleurs au niveau de la douane, la douane port, pour prendre l'argent des douaniers le vendredi soir. Si tu veux sortir, on te fouille. Le minimum que tu peux garder avec toi, c'est 100 000 francs. On a fait cette éruption-là. Mais le jour-là, on a récupéré, l'État a récupéré plus d'1 milliard. Voilà. Le jour-là. Le jour. Des douaniers. Et il les a réunis un peu. C'était à la télévision. Il les a réunis pour leur parler que non, que la nation, si vous faites ça, vous êtes en train de détruire la nation. Et ils veulent parler. Kérékou dit qu'il n'est pas venu pour débattre. Donc, c'est conseil qu'il leur donne. Bon, tout juste après, on a passé l'élément. Voilà le représentant des douaniers qui est à la télévision. Pour dire que Kérékou a la nostalgie de la révolution. Voilà. Mais pourquoi il peut leur dire de ne pas... Pour moi, je dis, mais un président de la République qui est parlé jusqu'à finir et que tu viens sur le même média le contrecarrer de cette manière, je disais, mais comment, quel est ce peuple-là? C'était sérieux et c'était juste. Voilà. Mais je n'ai pas appris qu'on est allé attraper celui-là pour aller enfermer quelque part. Voilà. Mais je dis que ça dépend de la tête. Si le président de la République peut se comporter de cette manière, il est évident que tout le peuple va se comporter de la bonne manière. Ça, c'est l'exemple que moi-même j'ai suivi au Bénin. Depuis 2000. Voilà. Si cela évolue aujourd'hui et que les gens ont la liberté de dire ce qu'ils peuvent dire afin que les gens soient choisis et élus pour être président de la République, alors c'est la liberté là que les gens veulent, que nous voulons. Moi, je l'appelais libertinage, que c'est trop. Mais en réalité, on peut l'encadrer un peu, mais nous avons besoin de cette liberté-là. Pierre Claver Dekpo? Oui, moi ce que je dis, vous aviez posé la question par rapport au Togo. Pourquoi pas au Togo? Je dis d'emblée, ma conclusion, c'est que par rapport à ça, je vais directement à la conclusion, c'est qu'au Togo, on a deux problèmes. Un pouvoir qui ne veut pas lâcher prise et une opposition qui se cherche. C'est tout le problème. Normalement, l'opposition devrait avoir l'influence sur le pouvoir. Mais on sent que notre opposition n'a aucune influence. Excusez-moi de le dire. Malheureusement, au Togo, il est difficile de dire la vérité. Aujourd'hui, je le dis encore sur cette antenne, et il est difficile de critiquer le pouvoir que de critiquer l'opposition. Il suffit que tu dises quelque chose sur les ondes et qu'on te voit dans la rue, on te lynche, ou bien on te voit, on t'entend parler sur Facebook par exemple, et on te fait un lynchage bien ciré. Mais le problème, c'est qu'on est en train, comme je venais de le dire, on est en train de plonger le peuple dans l'ignorance. Il faut permettre au peuple de connaître les réels débats. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous traînons les séquelles des temps juste après les révolutions, si je peux l'appeler révolution. Donc le peuple togolais, c'est arrivé à un moment en 90 à dire non, nous ne voulons plus être guidés par la dictature. Et quelque temps après, ça a fait l'éclosion de la société civile togolaise. Et après, il est bien vrai que la société civile togolaise a mené un bon débat. Mais malheureusement, après, des gens de la société civile sont partis rester dans la politique. Je ne sais pas si c'est parce que la politique est plus juteuse. Ils sont partis rester. Mais malheureusement, il y en a qui sont restés dans la société civile qui ont un pied dedans et un pied dehors. Il fallait qu'aujourd'hui, la société civile togolaise se positionne et assainisse les débats entre opposition et pouvoir. Mais on n'a pas le droit
en tant que société civile, d'être objectif aujourd'hui. Dès 90, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé un moment, on a personnalisé les débats, on a personnalisé la lutte. Je disais même, on a personnifié la lutte pour la démocratisation. Ce qui fait qu'on a créé deux camps. Il y a un camp de diable, il y a un camp des anges, je dirais. Et on n'a pas besoin d'apprécier ce que même, entre griffes, le diable fait de bon. Voilà. Malheureusement, le diable ne fait jamais rien de bon. Vous voyez. Pasteur, vous avez des réactions par rapport à ce développement? Vous savez, ce n'est pas seulement à partir de 90. Le pays est né. Le Togo est né dans cette diversité culturelle et qui identifie la nation par rapport à une ethnie. Voilà. Et ça a été toujours comme ça. Tout a été faussé dès le départ. Tout a été faussé dès le départ. Et les événements de société civile que nous avons connus dans notre pays, c'est que les politiques ont su, et il y a plein de révélations, et il y a plein d'indices qui démontrent que les politiques ont échoué. Et c'est la société civile qui peut vraiment faire quelque chose dans notre pays. Mais la société civile, au moment où il faut avoir cette éclosion, j'étais là-bas. Et le constat est que tel parti politique forme quelque chose en voie. Tel parti politique forme quelque chose en voie. Tel parti politique forme quelque chose en voie. Et c'était un lieu de plus grande bataille que nous avons géré. 2004, 2005, 2006 à 2008, que j'étais président du Conseil national avec les histoires de APG, que nous avions travaillé ensemble. Mais je vous dis que la société civile n'avait pas la couleur de la société civile. C'est une diversité politique qui se réunissait. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait eu des échecs de réunion, nous avions pris sur nous de convoquer de façon séparée les dirigeants de toutes ces associations, la quarantaine, et de discuter tête à tête avec tous les dirigeants. Mais tu vas constater, quand tu discutes avec certains des représentants, c'est les idéaux de tel parti politique qu'ils ont amenés. C'est les idéaux de tel parti politique. C'était tellement compliqué. Alors, il faut refaire cette fondation. Refaire la fondation. Et c'est ce qui, je salue de passage Pascrenam et comment l'apport de Uanto et autres qui ont créé, qui ont organisé entre-temps un petit forum, un atelier pour la redéfinition, seulement pour redéfinir le terme société civile au Togo, pour que tout le monde sache que c'est ce qu'on appelle société civile. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que le cadre n'est pas bien. Et ce cadre qui n'est pas bien, ce n'est pas nous aujourd'hui. Ce n'est pas 90. Ça avait commencé depuis l'indépendance, avec le soubassement toujours de 13 que je vais toujours amener, parce que le 27 avril 1960 cache en elle 13, 7 et 2. Et étant également un mercredi qui est un 4, que les gens pensent être lumière, mais lumière ne brille pas dans l'eau. Lumière là ne brille pas dans l'eau. Mais nous avions eu... Bon, je suis en train de parler. Et ceux qui veulent comprendre comprendront. Voilà. Le 27 avril là étant également un 4, qui est encore le chiffre 4. Un mercredi qui est encore le chiffre 4. Et qu'on place dans l'eau, ça ne pouvait pas briller. Voilà. Et alors que on personnifie cela. Et cela a été une politique. C'est ça qui a fait que nous avons pu confondre régionalisation des activités économiques et régionalisme. Parce qu'il n'y a jamais eu régionalisme au Togo.
il y a eu régionalisation des activités économiques. Et c'était une très bonne vision basée sur la décentralisation. Voilà. Est-ce que vous voyez qui avait commencé? Mais la personnification, celui qui est en train de prôner la chose, si vous mettez cette personne trop à la tête, vous allez oublier ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous avons et c'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Et c'est encore le relais. Et il faut toujours le dire. Aujourd'hui, le président nous a instruits. Nous sommes instruits sur l'impulsion du chef de l'État. Voilà. C'est-à-dire c'est des thèmes en réalité qui ne sont pas des thèmes adaptés à la démocratie, à la décentralisation. Mais vous ne réfléchissez pas. La révolution philosophique a été ainsi, entre Platon et ses collègues. Le maître a dit. On dit, mais et vous ne réfléchissez pas. Voilà. La nation a besoin de la synergie de toutes les forces intellectuelles de façon sage pour que nous puissions construire cette nation. La personnification, il faut chercher à bannir cela sur la terre et nous aurons la notion de l'État. Réaction? Oui, réaction. Moi, je dis toujours que la société civile togolaise doit prendre ses responsabilités. Voilà. Je suis d'accord. Quand il y a certains des amis qui disent... Il faut qu'il existe d'abord pour prendre responsabilité. Et puis, le peuple doit savoir aujourd'hui que les politiques togolaises ne font pas la politique de la population. Voilà. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, j'ai fini par découvrir qu'ils ne travaillent pas pour le bien-être de la population. Pourquoi? Ils auraient pu nous le prouver il y a quelque temps en allant vers les réformes politiques. Voilà. Les réformes qui tardent toujours à venir, hein, mais on va quand même sur ce point parce que la population a besoin de ça. Effectivement, très indispensable pour le développement. Voilà, merci à vous quand même pour ces analyses. On n'a pas fini, on va quand même avancer. Il nous reste encore 5 minutes. C'est vrai que nous sommes talonnés par le temps. Nous allons parler cette fois-ci de l'arrestation d'un de vos confrères, de vos collègues. Je veux parler du pasteur Edo Kwame. Une arrestation qui a secoué un tout petit peu le milieu de la société civile. Pierre Clavet Depou, un mot par rapport à cette arrestation? Oui, c'est encore une arrestation de trop, je dirais, dans la mesure où, d'abord je voudrais dire que nous sommes en train de suivre le dossier. Il y a 2 jours, quelques amis sont partis au parquet pour s'enquérir des faits. Et on a eu globalement l'état qu'on ne peut pas dire voilà, aujourd'hui, effectivement, mais je peux dire que c'est une arrestation de trop. Voilà. Au moment où le Togo siège actuellement au Conseil de sécurité des droits de l'homme. Voilà. Il faudrait faire en sorte que l'opinion internationale puisse constater que aujourd'hui, parce que c'est une thématique chère à l'opinion internationale, voilà, aux Nations Unies, aujourd'hui, que la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Voilà. Et il faudrait que, même si il y a faute de notre collègue, il faudrait que pour assainir les débats, pour apaiser les débats et pour présenter une bonne image au niveau de l'opinion internationale, il faudrait essayer de le voir. Et s'il y a recadrage à faire, le faire. Pasteur? Je suis très vraiment, comment l'appelle-t-on, peiné pour dire certains mots. Vous savez, lorsque la bergerie des moutons est sale, ce n'est pas les cochons qui balaient. Nous, dans notre pays, quelqu'un qui porte le nom pasteur, on doit avoir de révérence, de respect. Et le respect là vient du fait qu'on peut organiser ce domaine-là au Togo. C'est bien organisé au Ghana, c'est bien organisé au Bénin. Lorsque un pasteur est en faute, on se
dirige vers son responsable hiérarchique. Non seulement responsable hiérarchique. Au Ghana, on avait les charismatiques sont ensemble avec un leader, avec un bureau. Les charismatiques, c'est-à-dire Aladura, Christiani Céleste, Brotherhood, les catholiques et protestants presbytériens sont ensemble avec un leadership. Et les pentecôtistes sont également ensemble avec un leadership. Et si un pasteur vient à créer des problèmes dans la nation, il est d'abord reporté au niveau de ces congrégations-là, de ce leadership pour trancher d'abord cette affaire et pouvoir ramener à l'ordre le pasteur. Mais nous sommes dans un désordre. En étant dans ce désordre-là, l'État intervient pour faire ce qu'il peut faire. Mais nous ne pouvons que plaider la cause de notre frère. Il faut, quelle que soit la faute commise, il faut regarder le nom qu'il porte. Le nom qu'il porte veut dire beaucoup de choses. Et ce n'est pas une faute commise pour son compte. Parce qu'il revendiquait oui, les motifs même pour lesquels il est arrêté. Voilà, c'est pas juste. Ce n'est pas une faute commise pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture. C'est-à-dire les bénéficiaires de cette faute commise, les bénéficiaires sont là. Et une fois que ces bénéficiaires sont là, il faut vraiment qu'on regarde l'eau et la farine, et qu'on prépare bien cette pâte-là pour que nous tous, nous puissions manger. Moi, je plaide pour qu'il soit libéré et sans délai. Parce qu'il ne va pas fuir pour aller où que ce soit. Il peut rester chez soi, et on va toujours le convoquer pour régler des problèmes. Bon, nous plaidons pour ça. Nous plaidons pour ça. Il ne faut pas que cela aille au-delà. Et surtout avec la configuration des droits de l'homme aujourd'hui aux Nations Unies, cela ne fait pas honneur à notre pays. Voilà. Oui, pour conclure, je voulais dire qu'il faudrait que tous les défenseurs des droits de l'homme s'unissent. Quand il arrive de défendre certaines causes qui devraient nous aider dans le futur, il faudrait que tous se lèvent. Dans le cadre de notre désir d'apporter des corrections à notre code pénal, nous avons demandé à nos amis de nous accompagner. Mais peu ont été ceux qui nous ont soutenus dans cette initiative. Mais quand on le fait, c'est pour nous, pour demain. Voilà. Merci à vous, Pierre Claver Desbord. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif des CCDD, Chrétiens, Citoyenneté, Devoirs et Droits et Devoirs. Alors, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est la sensibilisation des populations en matière de citoyenneté et l'enseignement des droits de l'homme à la base. Voilà. Et ça se passe bien de manière générale? Oui, ça c'est en train de prendre, parce que vous convenez avec moi que ce n'est pas un sujet qui intéressait, mais maintenant ça commence à prendre au niveau des CDQ, au niveau des élèves, ça commence à prendre. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose entre-temps? Non, moi je voudrais ajouter quelque chose. Cela m'a encore échappé. C'est par rapport au pasteur Edo. Bon, nous en tant que pasteur, vous savez, nous pouvons être ici, Dieu peut me donner des révélations. Mais si quelque part je ne me maîtrise pas, ça peut créer des problèmes. Il y a des révélations que je peux taire et des révélations que je peux dire. Parce que Dieu nous donne cela pour que nous puissions harmoniser la société. La société doit être réunie par le travail des serviteurs de Dieu. Donc, ces révélations, nous prions pour que, même s'il y a des révélations et qui peuvent créer des problèmes, et que cela, on puisse les contenir et les dire au moment opportun, là où il faut le dire. Voilà, c'était le pasteur Kossi Agoudavi. Je rappelle qu'il est l'ancien président du CASCOT, Conseil national du CASCOT. Vous êtes également président d'une église ou d'une école de formation biblique. Oui, je suis président de l'église Jésus Homme Sauveur, qui loge en son sein une école
biblique, Holistic School for Evangelism. Voilà. Et le 23 avril prochain, nous aurons à faire la graduation pour la 3e promotion. Voilà, nous sommes conviés à la graduation. Vous êtes vraiment... Bon, nos graduations, les médias ont été toujours appelés. Mais le problème togolais est que les médias ne cherchent pas là où il y a la gratuité. Nous ne faisons pas, nous ne produisons pas de l'argent, nous formons les gens. Voilà. Donc il faut payer d'abord avant qu'on ne vienne. C'est ce qui fait que quelquefois tous les médias ne viennent pas. Voilà. Les médias aussi fonctionnent grâce à l'argent, parce que quand il n'y a pas l'argent, les médias ne travaillent pas. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Merci pour la qualité des échanges. Nous espérons vous retrouver, si tout va bien, très prochainement pour de nouvelles analyses. Merci à la maison, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.